Afrique Média. Le monde, c'est nous. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Afrique Média. Dans un instant, les titres. Le chassé-croisé diplomatique entre la Russie et les États-Unis se poursuit en Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entamera une tournée de 6 jours en Afrique pour contrer l'influence russe. Quelques jours après la tournée du chef de la diplomatie russe sur le continent, son homologue américain va se rendre en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. La visite démarre dès le 7 août prochain. Pendant ce temps au Mali, Bamako exige de Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante suite à des propos subversifs tenus lors de sa tournée africaine. Par voie de communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, indique avoir appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française Emmanuel Macron lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. La suite dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au grand journal sur la télévision panafricaine. On démarre avec cette coopération militaire qui a été donc signée entre l'Algérie et le Cameroun. Le général d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a donc reçu dimanche dernier au siège de l'état-major de l'ANP le ministre délégué à la présidence de la Défense, Joseph Betty Assomo du Cameroun, bien sûr, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Plus de détails dans ce reportage. La cérémonie a été entamée par le salut au drapeau national, puis un salut militaire au chef de la délégation, haute adressée par les formations des différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette cérémonie, messieurs les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire camerounaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation haute, le général d'armée a souligné que cette visite constituera le prélude à une coopération militaire qui concrétise la volonté politique des chefs d'État des deux pays, afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans les relations bilatérales. إن زيارتكم إلى بلادنا ستشكل بدون شك تمهيدا. Votre visite aujourd'hui à notre pays constitue sans nul doute le prélude à une coopération militaire profitable à nos deux pays, abstraction faite de la conjoncture sécuritaire que connaît notre continent. Elle constituera aussi la preuve de notre détermination à concrétiser la volonté politique des chefs d'État de nos deux pays afin de travailler ensemble pour jeter les assises d'une coopération diversifiée basée sur l'échange franc et la concertation mutuelle pour aborder les questions d'intérêt commun. Une visite qui reflète la dynamique que nous tenons à insuffler à nos relations bilatérales. زيارة تعكس فعلا الديناميكية التي نسعى إلى بعثها في علاقاتنا الثنائية. Le général d'armée a également mis l'accent sur la nécessité d'inscrire la coopération entre les deux armées dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties. وإنني على يقين أنه Je suis convaincu que nous sommes tous animés d'une réelle volonté à œuvrer pour asseoir et développer une coopération pérenne fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre nos deux institutions. En cette occasion, il me satisfait de vous annoncer notre entière disponibilité pour nous concerter sur les aspects sécuritaires et sur l'échange d'expertise dans le domaine du renforcement des capacités militaires.
Cette coopération entre nos deux armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties, dont la visite d'aujourd'hui permettra d'enjalonner les perspectives et aboutira à la signature d'un accord en la matière entre nos deux armées. على اتفاق في هذا المجال بين جيشينا. À son tour, M. Joseph Betty Assamo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, a salué la volonté exprimée par l'Algérie pour renforcer les liens de coopération et de coordination avec la République du Cameroun aux côtés des autres pays africains afin de préserver la paix et la stabilité à travers tout le continent africain. À l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que M. Joseph Betty Assamo ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Merci, Monsieur le Ministre. Et voilà donc la quintessence de cette visite du ministre délégué chargé de la défense du Cameroun, Joseph Betty Assamo, qui s'est donc rendu du côté de l'Égypte. C'était dimanche dernier où il a rendu visite au général d'armée Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, dans le but bien sûr de consolider les relations entre bien sûr les pays africains pour que règne la stabilité et la paix sur le continent. Et pour parler de cette actualité et discuter, nous allons recevoir dans ce journal deux invités, Gamal Abina, internationaliste, et Taïfo Smaïna, journaliste, expert en questions internationales. On démarre avec vous, Gamal Abina. Vous avez certainement suivi ce reportage et aussi suivi cette actualité concernant la mise ensemble entre le Cameroun et l'Algérie de façon bien sûr militaire pour une coopération plus que jamais diversifiée entre États sur le continent. Déjà, quel regard faites-vous de cette coopération militaire qui a donc été signée, ces accords qui ont été signés dimanche dernier entre deux pays africains? On va dire que le changement s'effectue déjà, notamment le Cameroun et l'Algérie. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, simplement pour dire qu'il y a effectivement un changement de paradigme au niveau africain, que cette visite n'est pas anodine, elle fait suite à déjà une décision très forte du Cameroun de prendre des commandes d'armement au niveau de la Russie, que l'Algérie est un des principaux partenaires en matière d'armement de la Russie, et que s'il y a une convergence entre l'Algérie en termes de coopération militaire et le Cameroun, eh bien, il y a déjà une compatibilité possible, puisque les armes que vont utiliser ces deux armées sont des armes d'origine russe. Donc ça permet d'avoir quand même une certaine qualité dans l'information et l'utilisation du matériel militaire. Puis indépendamment de ça, surtout, c'est un signal très fort donné à Macron, qui vient de quitter la région, de dire que l'Algérie et la Russie, bien sûr, et la Chine sont les partenaires crédibles pour les pays africains. Alors l'Algérie, c'est un peu la porte d'entrée du socialisme et du communisme des années 50, 60 et 70 surtout. Et puis une volonté d'être indépendant et de produire sur place des armements, du matériel civil. En 70, c'était un peu le leitmotiv de l'ancien président Boumedienne, qui disait qu'il ne fallait pas que l'Afrique subisse un néocolonialisme. Aujourd'hui, les autorités algériennes semblent être en droite ligne de cette logique-là, à savoir que l'Afrique doit se prendre en main et que ce sont à l'intérieur des États africains une coopération militaire, déjà pour garantir la sécurité dans la région sahélienne et au-delà, puisqu'il y a aussi l'histoire de Boko Haram dans la région, qui pose problème au Cameroun, qui voit aussi des mouvements insurrectionnels dans le nord du pays. Et donc l'Algérie a décidé de prêter main forte à ces pays qui ont l'intention de se rendre indépendants, qui ont l'intention de s'autonomiser sur un plan militaire et surtout qui ont l'intention de montrer à la France qu'ils n'ont plus besoin d'elle. Et ce signal fort qui a été donné à Joseph Betty Assamo, simplement de dire que nous vous parlons d'égal à égal, bien évidemment. Nous vous parlons de coopération sur le terme, donc la possibilité peut-être ouverte d'une armée intégrée régionale, pourquoi pas, et au moins des groupes d'intervention régionales que l'Algérie veut initier, comme il avait essayé de faire avec le G5 Sahel, puisque c'est un peu une initiative algérienne, le G5 Sahel. Et je pense que la logique, c'est de dire que les armées des pays sont trop faibles individuellement, mais que si on mutualise les forces avec une armée qui serait régionale ou sous-régionale, on pourrait espérer peut-être
avoir des résultats beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus autonomes vis-à-vis de la France, qui arrive toujours un peu comme une sorte de donneur de leçons, de donneuse de leçons. Et la question aussi de l'armement et des équipements russes qui est moins cher et de meilleure qualité a été largement réfléchie. Les Algériens ont une longue expérience sur l'armement russe, puisqu'ils disposent maintenant des S-400 et bientôt les S-500, des missiles qui permettent d'intercepter les avions de combat étrangers. Et donc, je pense que la coopération militaire sera tous azimuts, pas seulement dans l'entraînement ou les actions sur le terrain, des actions d'entraînement généralisées, mais surtout, et je pense peut-être une coopération en matière de transfert de compétences, de technologies, et pourquoi pas peut-être la possibilité de fabriquer sur place de l'armement, comme l'Algérie commence à le faire dans les régions de l'Est du pays. Donc effectivement, la question, cette rencontre n'est pas anodine, elle fait suite à la visite de Macron, elle fait suite aussi à la visite de Sergei Lavrov, et Shengereha qui arrive là-bas le fait avec une stratégie qui est largement projetée sur 5 à 10 ans. L'Algérie se projette sur des perspectives futures de stabilisation de l'Afrique et de coopération intra-africaine. On le voit aussi bien sur le plan économique avec la transsaharienne, mais aussi sur le plan évidemment sécuritaire, puisque l'Algérie prend le pas de la France en se positionnant pour dire aux Africains, vous êtes autonomes et vous devez le rester impérativement. Donc je pense que cette visite donne plusieurs signaux très forts. Le plus fort, encore une fois, c'est l'indépendance militaire et l'indépendance économique de l'Afrique vis-à-vis des anciennes tutelles coloniales. À présent à Taïfou Smaïn, bonsoir à vous, cher monsieur. Quel regard le journaliste que vous êtes fait ou alors jette sur cette coopération entre l'Algérie et le Cameroun, et surtout, selon vous, Taïfou Smaïn, en quoi cette coopération serait-elle bénéfique pour les deux pays? Gamal Abina l'a dit tout à l'heure, le changement se fait de plus en plus en Afrique, où il y a des relations bilatérales qui sont scellées entre États sur le continent et non plus donc en dehors du continent. Alors la question vous est posée. Bonsoir une fois de plus, Taïfou Smaïn. Oui, bonjour madame, merci de m'inviter encore une fois et bonjour à tous nos téléspectateurs africains. Pour revenir donc à votre question, la visite du ministre camerounais en Algérie comporte plusieurs sens, hein, donc tout symbolique. Vous avez vu comment ils ont reçu donc Macron chaleureusement pour rassurer les partenaires, donc l'Algérie et l'Égypte en l'occurrence, comme quoi le Cameroun reste ancré dans le continent avec, si vous voulez, un engagement solennel vis-à-vis de ses partenaires. Et puis, les trois pays, l'Égypte, l'Algérie et le Cameroun, et pratiquement les pays de l'Afrique de l'Ouest, partagent pratiquement les mêmes préoccupations dans le terrorisme qui sévit dans tous ces pays-là. Et l'Algérie, en la matière, elle a une expérience extraordinaire. Elle est donc très bien dotée en équipement donc, pour les renseignements et tout ça. Et ce qui fait que les Camerounais sont venus en Algérie pour coopérer dans le cadre surtout militaire et pour voler donc anti-terroriste. Il y a aussi toute une symbolique aussi de cette visite, c'est que c'est le Cameroun qui se déplace en Algérie. La France s'est déplacée au Cameroun, l'Algérie qui devient de plus en plus un pays ferme et fort. C'est un pays qui quand même commence, on peut le considérer comme ainsi, comme un pays émergent, parce que l'Algérie, pas plus loin que cette semaine, l'Algérie a donc manifesté son souhait de rejoindre les pays du BRICS. Quand on rejoint le BRICS, cela suppose qu'on est un pays fort, stable et militairement puissant. Donc le Cameroun, je pense qu'ils ont une diplomatie très très dynamique. Ils l'ont montré d'ailleurs. Le déplacement du ministre délégué à la présidence, donc aux questions de la défense, l'a bien démontré lors de sa visite en Algérie, ce qui est d'ailleurs vraiment important vis-à-vis des pays, que ce soit l'Algérie ou le Cameroun. Donc cette coopération va être effective, ça c'est sûr, parce que les deux pays partagent le même souci, encore une fois, je me répète, le terrorisme, et qui fait que le Cameroun comme l'Algérie n'ont pas d'autre choix que de coopérer en la matière. En ce qui concerne la France, par exemple, qui s'est déplacée carrément donc, au Cameroun avec l'énergie du désespoir, hein, donc c'était pour récupérer ce qu'il a récupéré, mais maintenant je pense que les dés sont jetés et que maintenant ces pays, que ce soit le Cameroun, le Bénin, le Mali, tous ces pays-là sont en train vraiment donc, de gagner, si vous voulez, en influence et surtout en maturité politique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit que le monde bouge et qu'il y a un nouvel ordre international, que tous les pays, dans tous les pays, on en pris acte, essentiellement, du nouvel ordre international qui est décidé, on va dire,
potentiellement par les Russes au plan militaire et au plan économique, les Chinois qui sont donc pratiquement à la tête du nouvel ordre économique mondial. Est-ce un signal fort que le Cameroun envoie à la France quand on sait qu'il y a de cela quelques jours, Emmanuel Macron, le président français, était en visite au Cameroun, quelques jours seulement après son départ. Le Cameroun, à travers son ministre délégué chargé de la Défense, se déplace du côté de l'Algérie, dont on s'est allié de la Russie. Est-ce un signal que le Cameroun envoie particulièrement à la France après la visite de son président Emmanuel Macron il y a de cela quelques jours au Cameroun? Écoutez, la visite de Macron, elle s'inscrit, comme toujours, elle s'inscrit dans une quête, si vous voulez, d'influence, qui veut maintenir, si vous voulez, ce précaré qui était donc le précaré français. On parle de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Le Cameroun, c'est un pays qui pèse sur le continent, il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, je pense que les Camerounais sont quand même, ils ont une direction très, très pragmatique. Ils ont compris que les jeux ont changé d'influence, la géopolitique est en train d'évoluer en faveur des pays émergents. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun, il est en phase avec la politique internationale qui est en train de se jouer actuellement sur le plan des influences, notamment du côté russe et chinois. Maintenant, quand on voit que l'économie mondiale est en pleine mutation, quand on voit que, par exemple, le pool financier qui a été initié en 2016 lors de la déclaration de Goa, qui est en train maintenant de se matérialiser concrètement. On voit bien que maintenant les pays du BRICS sont en train d'imposer donc leur monnaie respective, parce que tous les pays, que ce soit les Chinois avec leur yuan et les Russes avec le rouble, ils sont en train maintenant carrément d'évincer le dollar. Le dollar, maintenant, il n'y a plus l'influence qu'il avait, l'influence hégémonique, donc par rapport, si vous voulez, aux échanges commerciaux. Maintenant, tout ça, c'est derrière nous, c'est révolu. Et le Cameroun, franchement, c'est un pays qui a quand même une direction, encore une fois, lucide et qui a compris le jeu des influences qui est en train de s'opérer sur le continent et d'une manière générale au plan donc international. Et le Cameroun, encore une fois, c'est un pays très, très dynamique en matière de diplomatie et surtout de maturité politique, parce que là, on le voit, la visite de Macron qui a été opérée ces 2 derniers jours, enfin le 29, ça a pris fin le 29 juillet dernier. Donc les Camerounais sont revenus à la charge pour dire à leurs partenaires, surtout les rassurer, notamment l'Algérie, parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, elle est un peu, si vous voulez, en concurrence avec la France. Cette guerre, enfin, on va dire, cette guerre diplomatique qui est souterraine depuis la venue du ministre algérien des Affaires étrangères, M. Lamamra, qui est donc un poids lourd de la diplomatie internationale, sachant que cet homme a donc, si vous voulez, un CV très très rempli quand il a été à l'OIA. Donc c'est un homme qui comprend très bien les enjeux de la politique internationale et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on voit un ministre délégué à la présidence se déplacer en Algérie, cela n'a pas besoin de mots pour signifier que c'est une visite très très importante, très très importante donc au plan géostratégique et géopolitique. Donc le Cameroun, encore une fois, est un pays qui est en phase avec la politique internationale. Gamal à Abina, il faut tout de même saluer la volonté politique des 2 pays qui ont décidé de mettre en avant les relations bilatérales, surtout au moment où Macron s'en va et aussi au moment où Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a décidé donc de faire une autre tournée africaine d'ici, dès le 7 août, prochain. Le problème de Macron, évidemment, il consomme complètement son recul sur l'Afrique, mais il le savait déjà. Hein. Quand il était allé voir pour les convaincre avec un discours anti-russe assez basique, il a eu en face de lui des interlocuteurs qui ne l'ont pas pris au sérieux et qui n'ont plus envie de l'écouter. Ensuite, Paul Biya, qui n'était pas forcément quelqu'un de très, très offensif, a commencé à montrer les signes d'agacement et de volonté d'indépendance de la France, qui est un très bon signe pour le Cameroun.
Blinken, par contre, c'est la tournée des popotes. Il espère effectivement convaincre parce que l'Amérique se croit encore toute puissante et pense renverser la vapeur. Le problème de Blinken, c'est qu'il a deux ennemis en face de lui, indépendamment des volontés africaines d'être indépendant. Le premier de ses ennemis, c'est évidemment la Russie, puisqu'aujourd'hui, ils font la guerre à la Russie par force interposée en utilisant les Ukrainiens. Et le second ennemi, c'est la Chine, qui est une obsession littérale de Biden et de Kamala Harris. Donc, là, je parle du président et de la vice-présidente. Donc, effectivement, quand on a deux ennemis, l'un économique et l'autre militaire, et que ces deux ennemis ont fait alliance de fait avec en plus cette super structure qu'on appelle les BRICS, qui représente 40% de la puissance en termes de nombre d'habitants dans le monde, 40% du nombre d'habitants et surtout 25% de la richesse créée dans le monde, les BRICS ne font que croître, les États-Unis ne font que décroître. Et effectivement, il y a une bataille en Afrique qui se fait sur le terrain économique, politique et géopolitique. Donc que ce soit Macron qui fait une tournée qui n'a pas donné grand-chose, qui est plutôt l'échec, et surtout Blinken, qui est quand même, je crois, sa deuxième ou troisième tournée. Tout cela, c'est juste pour convaincre avec des moyens très faibles des pays qui ont enfin le choix de leurs partenaires et qui, j'en suis persuadé, ne se tromperont pas de partenaires. Les partenariats occidentaux ont fait leurs preuves, des aides en demi-teinte pour le développement qui n'ont pas apporté de développement, un pillage organisé des ressources énergétiques et minières, mais surtout des dictatures soutenues de façon absolument hallucinante par l'Occident qui sait s'asseoir sur les principes de démocratie quand ça l'arrange au niveau de ses poches. Donc effectivement, Blinken fait une nouvelle tournée qui sera le même échec que la tournée de Macron. Les chefs d'État africains le recevront, vont l'écouter avec beaucoup d'attention et lui diront toujours de façon très correcte et polie, cause toujours tu m'intéresses, on a déjà choisi notre camp. J'en veux pour preuve que quasiment aucun État africain n'a signé les sanctions contre la Russie, alors qu'on pouvait s'attendre effectivement avec des pressions internationales, donc occidentales, à ce que ces sanctions soient effectives. L'Occident est bien seul face à la Russie et surtout bien seul face à la Russie, la Chine et le nouvel axe de l'Est reconstitué. Donc Blinken fait une tournée inutile comme Macron. De toute façon, elles seront couronnées d'un échec évident puisque de toute façon, le monde a changé. Il a changé très vite. Il a changé le 24 février et ce monde n'est pas prêt de revenir en arrière. Cher monsieur, rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'information. Alors, on va parler de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui va donc entamer une tournée de 6 jours en Afrique pour contrecarrer l'influence russe. Et donc, le chassé-croisé diplomatique contre la Russie et les États-Unis se poursuit en Afrique quelques jours après la tournée du chef de la diplomatie russe sur le continent. Son homologue américain va se rendre en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le secrétaire d'État américain va donc entamer dès le 7 août une tournée de 6 jours en Afrique qui le conduira dans les pays suscités, selon un communiqué publié le 29 juillet par le département d'État. Lors de son deuxième déplacement sur le continent depuis sa prise de fonction, Anthony Blinken lancera donc la stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne qui renforce le point de vue des États-Unis selon lequel les pays africains sont des acteurs géostratégiques et des partenaires essentiels pour les questions les plus urgentes de notre époque, qu'il s'agisse de promouvoir un système international ouvert et stable, de s'attaquer aux effets du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et des pandémies mondiales, ou de façonner notre avenir technologique et économique, a précisé chez la même source. En Afrique du Sud, première étape de son voyage, le chef de la diplomatie américaine dirigera sa délégation dans le cadre du dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Afrique du Sud afin de renforcer et d'approfondir l'engagement de Washington en faveur de la coopération bilatérale sur les questions mondiales ainsi que sur un grand nombre de priorités communes, notamment la santé, les infrastructures, les échanges commerciaux et les investissements ainsi que le climat. À Johannesburg, il participera donc à la célébration sud-africaine de la Journée nationale des femmes. En République démocratique du Congo, les 9 et 10 août prochains, Anthony Blinken devra donc rencontrer des hauts responsables du gouvernement et des membres de la société civile pour discuter de la nécessité d'assurer des élections libres, inclusives et équitables en 2023 et promouvoir le respect des droits humains et de protéger les libertés fondamentales. Ces entretiens porteront également sur la lutte contre la corruption, le soutien au commerce et à l'investissement, la résolution de la crise climatique, le renforcement de la résilience agricole et le soutien aux initiatives régionales africaines visant à promouvoir la paix dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.
Enfin, au Rwanda, du 10 au 12 août, le secrétaire d'État américain devrait rencontrer de hauts responsables du gouvernement et des membres de la société civile pour discuter des priorités communes, notamment le maintien de la paix et le rôle du gouvernement rwandais dans la réduction des tensions et des violences actuelles dans l'est de la RDC. Il évoquera par ailleurs les questions relatives à la démocratie et aux droits humains, notamment la répression transnationale, la limitation de l'espace pour la dissidence et l'opposition politique. La nouvelle tournée africaine d'Anthony Blinken intervient alors que la Russie tente d'étendre son influence sur le continent et met les dirigeants africains en garde contre les dangers d'un monde unipolaire régi par les États-Unis. Lors d'un discours prononcé le 27 juillet devant un parterre de diplomates africains à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait appelé les pays africains à ne pas soutenir un monde régi par les États-Unis, les avertissant qu'ils pourraient être les prochains à subir les foudres américaines. Et voilà donc ce qui concerne la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui effectuera donc une tournée de 6 jours en Afrique. Et les choix des pays, l'Afrique du Sud, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal notre invité. Il s'agit de Luc Michel, géopoliticien. Bonsoir à vous, Luc Michel. Après la visite de Sergueï Lavrov en Afrique, voilà désormais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a décidé lui aussi de faire une tournée africaine pour contrer bien sûr l'influence russe sur le continent. Alors quel regard ou alors quelle analyse faites-vous de cette prochaine tournée de 6 jours du secrétaire d'État américain en Afrique? Bonjour à votre équipe et aux téléspectateurs. Il faut comprendre quelque chose. Macron est allé faire un grand show en Afrique, mais il était un porteur de valise du département d'État américain. Ceux qui ont la décision, ce sont les Américains, et de l'autre côté, ce sont les Russes. Lorsque le ministre Lavrov à Addis Abeba en Éthiopie a répondu évidemment à la propagande occidentale, vous avez vu qu'il n'a pas cité dans sa conférence de presse une seule fois ni la France ni Macron. C'est la preuve du mépris dans lequel on tient Paris à Moscou. Il a répondu aux États-Unis et il a répondu que le choix de l'Afrique, c'était soit de subir le modèle d'exploitation américain, soit de prendre parti pour un monde multipolaire. Jusqu'en 2006-2007, les Français étaient les gendarmes de l'Afrique. C'est eux qui sous-traitaient pour les Américains les dossiers géopolitiques. Mais depuis 2006-2007, les Américains, avec la constitution notamment de l'Africom, ils ont repris la main. Et depuis 2019, avec Donald Trump, ils veulent éjecter les Français du précaré français et américaniser la domination occidentale en Afrique. Donc Blinken, il vient ici combattre les Russes. Et toute la thématique contre la présence russe en Afrique, y compris le groupe Wagner, c'est pas une thématique de l'agenda français, c'est une thématique qui a été définie au printemps 2020 aux États-Unis et que les Français ont copié. Blinken, il voit évidemment que les Russes sont en train de l'emporter dans un certain nombre de domaines. En particulier, les Russes sont en train de contester la domination occidentale au Soudan et en Éthiopie. Hier, pour le moment, il y a un bras de fer entre la Tunisie et le département d'État américain, puisque les Américains ont pris parti avec brutalité contre le référendum constitutionnel tunisien, et il est attaqué par toute la société tunisienne. À partir de ce moment-là, évidemment, Blinken vient en Afrique pour essayer de combler cette influence, et lui vient évidemment avec d'autres moyens que Macron, puisqu'il a la puissance économique, le Fonds monétaire international et la puissance militaire américaine, où les Français évidemment n'ont qu'une économie en faillite, ne sont pas capables d'investir, et surtout une armée qui en Afrique a perdu depuis 10 ans toutes les guerres qu'elle a tentées, notamment au Sahel et en Libye.
Merci à vous, Luc Michel. Agréable fin de soirée en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision panafricaine. Alors que nous l'annoncions en titre concernant le Mali, avec Bamako qui exige de Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Le gouvernement de transition du Mali a exigé dimanche soir du président français d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Par voie de communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, indique avoir appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, explique-t-il, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des affirmations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, c'est dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Maïga annonce donc que le gouvernement de transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore l'humanité, a-t-il poursuivi en affirmant qu'à ce sujet de manière prémonitoire et après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias de France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des Mille Collines en République du Mali. Le communiqué souligne également que ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, dit-il, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Avant d'ajouter, le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture coloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nous ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de transition rappelle donc que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent, ajoutant également que la force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal le dernier invité. Il s'agit de Yeri Bokoum, qui est un analyste et journaliste. Bonsoir à vous, cher monsieur. Et voilà donc le gouvernement de transition du côté du Mali, à travers son porte-parole, Abdoulaye Maïga, qui, une fois de plus, vient de frapper un gros coup en rappelant le président Emmanuel Macron à l'ordre, après des propos subversifs prononcés lors de sa visite en Guinée-Bissau. C'était le 28 juillet dernier. Alors, que pensez-vous de cette posture du Mali qui demande à la France, notamment au président français, de ne pas dire du n'importe quoi concernant, bien sûr, le Mali et surtout d'oublier la posture coloniale, paternaliste et surtout condescendante, surtout en matière d'intégrité, puisque le Burkina Faso est un pays intègre et surtout indépendant. Bonsoir à vous une fois de plus, Yeri Bokoum. Tout le monde, tous ceux qui nous écoutent en bref, je vous passe un bon jour. Effectivement, le de la décision territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga a fait un communiqué de la part de tout le peuple malien, en fait. C'est dans ce sens que aujourd'hui, le gouvernement a répliqué face aux propos d'Emmanuel Macron par rapport à son attitude lors de son séjour en Guinée-Bissau. Qui a tenu des propos qui vont à l'encontre des principes des Maliens. C'est-à-dire le Mali est un peuple génétique où
plusieurs ethnies vivent en parfaite harmonie, en parfaite symbiose, jusqu'à l'arrivée de ces militaires français, les soi-disant, je crois, les Nations Unies, les Barkhane. Tout ça a commencé à partir de leur arrivée. Sinon, ce peuple vivait en parfaite symbiose, en parfaite harmonie également. Le peuple malien vivait depuis des millions et des millions d'années. Si vous voyez que le gouvernement est sorti pour faire ce communiqué et rappeler à Emmanuel Macron que le peuple malien est un peuple responsable et un peuple qui vit ensemble, les propos qu'il a tenus, c'est des propos qui divisent le peuple malien et c'est des propos qui ne vont pas à l'encontre des aspirations de la population malienne. À ce fait, c'est pour rappeler en fait au président Macron que le peuple malien est un peuple uni, est un peuple solidaire, malgré c'est-à-dire les difficultés aujourd'hui qui persistent à partir de l'arrivée de ces Occidentaux au Mali. Le peuple malien est un peuple qui ne se soumet pas, est un peuple aujourd'hui dont l'ethnie, il n'y a pas un problème d'ethnicité, ni un problème racial, ni un problème religieux qui se pose à ce qui se fait au Mali. Tout le peuple malien aujourd'hui, dans son ensemble et dans sa composition générale, il n'y a pas un problème de religion, ni un problème ethnique, à part ce qu'on vient de constater à partir de 2015, une guerre tribale entre les Peuls et les Dougons. Et cette guerre n'existe même pas. C'est une guerre déjà qui a été créée, c'est une guerre qui a été fabriquée par les Occidentaux. À ce qui fait, dans ce même communiqué, le ministre rappelle au président Emmanuel Macron, il le dit également, que le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un des objectifs prioritaires non négociables et ne ménage aucun effort pour la réussite de cette mission de la transition. Donc, rien ne pourra perturber la transition et la critique des Maliens aujourd'hui. Là où aujourd'hui le peuple malien s'est donné les mains à son gouvernement pour que nous puissions tous sortir dans cette impasse, dans cette crise que vit le Mali. Voilà pourquoi le peuple malien a pris la conscience en ses deux mains et a placé également sa confiance à ses autorités aujourd'hui de la transition qui représentent dignement et valablement le peuple malien. Et tout ce que ce gouvernement de la transition dit, je crois que en majeure partie, en 90%, c'est le peuple lui-même qui demande à ce que ce genre de communiqué se fasse, car nous sommes un peuple aujourd'hui responsable, un peuple souverain, un peuple aujourd'hui qui fait la fierté de toute l'Afrique. Voilà un peu en grosso modo. Et pour rappel, ce que Emmanuel Macron dit, comme quoi qu'il y a un problème ethnique. L'armée qui constitue aujourd'hui, l'armée auquel Emmanuel Macron est en train de mentir aujourd'hui, ce même armée est composée de Dogons, de Peuls, de toutes les races, de toutes les ethnies du Mali, composent cette force armée malienne et de sécurité. Donc, si vous arrivez vraiment à dire ce genre de choses, c'est pour mettre en conflit, ou bien c'est pour mettre c'est-à-dire en inquiétude l'armée et sa population. C'est pour dans ce cadre que le gouvernement malien, à travers le... Merci à vous, Ayeri. Des soucis de liaison avec Ayeri Bokoum, à qui on dira certainement merci et qu'on retrouvera certainement dans nos prochaines éditions d'information, puisque l'actualité va certainement se poursuivre au Mali après des propos jugés subversifs, des propos d'Emmanuel Macron jugés donc subversifs par le gouvernement de la transition malienne. On va refermer cette édition du journal avec les législatives au Sénégal, avec le camp présidentiel qui revendique la victoire, tandis que l'opposition conteste. La coalition présidentielle a revendiqué une victoire aux élections législatives organisées dimanche 31 juillet au Sénégal. Un succès contesté par l'opposition qui parle de majorité préfabriquée. Nous avons gagné dans 30 départements sur les 46 que compte le Sénégal et des 6 circonscriptions à l'étranger, a déclaré dimanche soir à la presse l'ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition présidentielle Amina Touré. Ceci nous donne
incontestablement une majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons donné une majorité à l'Assemblée nationale à notre coalition. Macky Sall a ajouté Madame Touré, sans donner le nombre de députés obtenus par son camp ni préciser qu'il s'agit d'une majorité relative ou absolue. Elle a reconnu la défaite de sa coalition à Dakar. La réplique à Madame Touré n'a pas tardé du côté de l'opposition. Barthélémy Dias, maire de Dakar et membre de la coalition dirigée par le principal opposant Ousmane Sonko, a parlé de vulgaires mensonges et de majorités préfabriquées sur la radio privée RFM. Le peuple répondra, il descendra dans la rue demain et vous nous direz comment vous avez obtenu votre majorité. La cohabitation est inévitable. Vous avez perdu votre élection au niveau national, nous ne l'accepterons pas. Cette forfaiture ne passera pas, a ajouté Dias sans donner de chiffres. Un nouveau parlement pour 5 ans. L'opposition a donc affirmé vouloir mettre à profit ces élections pour imposer une cohabitation au président Macky Sall qui espère lui conserver une large majorité. Ces législatives, on le rappelle, font figure de test après les élections locales de janvier remportées par l'opposition dans de grandes villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest réputé pour sa stabilité comme Dakar, Ziguinchor dans le sud et Thiès dans l'ouest. La législative à un seul tour vise à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement monocaméral largement contrôlé par le camp présidentiel. Macky Sall, quant à lui, a promis de nommer un Premier ministre, poste qu'il avait supprimé puis rétabli en décembre 2021 au sein d'une formation victorieuse des élections. Et donc, l'opposition veut aussi contraindre Macky Sall, qui a voté dimanche matin à Fatick, à 150 km du sud-est de Dakar, a renoncé à toute velléité de candidature en 2024. Le président Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, est donc focalisé sur les résultats des législatives. C'est une affaire à suivre en ce qui concerne ces législatives de dimanche dernier du côté du Sénégal, où le camp présidentiel revendique une victoire qui malheureusement est contestée par l'opposition qui promet descendre dans la rue pour manifester son mécontentement. Et voilà qui met donc un terme à cette édition du journal, la première édition de la semaine. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester en compagnie chez les programmes de la télévision panafricaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.